Nombreux pour participer à l'une des deux conférences de Saïd Bouamara, que je remercie parce qu'il a fait un long trajet, il arrive de Lille. Avant de vous présenter Saïd, présenter Marc Ferrapi, que tout le monde connaît, qui est un militant de la paix et qui participe aux nombreuses actions en direction notamment de l'exigence pour le peuple palestinien d'être reconnu comme un État et faire valoir son droit à l'autodétermination. Mohamed Latrèche, qui est président du MRAP, et moi-même, Pierre Trappier, qui avait accueilli Salah Hamouri. Je suis le maire honoraire de Port-et-Valence et j'avais accueilli Salah Hamouri à sa sortie de prison. Donc, deux conférences, une ce soir avec pour thème au cœur des contradictions du monde, la Palestine et le Moyen-Orient. Je crois que l'actualité est particulièrement riche et même néfaste, et que l'élection de Trump va bouleverser, c'est le mot est un peu faible, en tout cas la perspective pour le peuple palestinien de connaître des jours meilleurs, et dire aussi que Trump n'est pas seul dans cette démarche, dans cette aventure génocidaire. Le silence de la France et de la Grande-Bretagne, parce que toutes les décisions par ces trois pays, il faut en avoir parfaitement conscience. La deuxième conférence, ça sera demain, colonisation et immigration, et vous avez vu que le MRAP a eu la gentillesse de dérouler une exposition où effectivement le colonialisme et la lutte contre le colonialisme prend même aujourd'hui aussi une dimension nouvelle. Présenter Saïd Bouamara, c'est facile. C'est facile, c'est un militant de la paix, pour la justice sociale, impliqué dans les luttes ouvrières depuis de très très nombreuses années. C'est un militant de la CGT, et aussi un militant sur toutes les luttes liées à l'immigration et contre le racisme. Saïd a écrit, je crois, une vingtaine de bouquins. Cinquantaine. Bon, tous publiés. Donc, une cinquantaine de bouquins, j'en étais resté à 20, que je n'ai d'ailleurs pas tous lus. Il faut dire, pour dire combien, si vous voulez, ces analyses pertinentes, argumentées, s'inscrivent dans le déroulement de l'actualité et des conflits en cours. Donc, il n'a pas fini d'en écrire, d'en avoir écrit 50. Je pense qu'il va en écrire bien d'autres. Un livre à remarquer, c'est le livre sur Georges Ibrahim Abdallah, un livre remarquable et qui retrace l'histoire de ce militant communiste libanais qui est emprisonné depuis 1984 dans une prison française à Lannemezan, et dont le sort pourrait être traité au mois de juin de cette année par la cour d'appel du tribunal de Paris. Peut-être certainement, on y reviendra. Voilà, donc demain il y a ce débat sur la colonisation, et avant ce débat, à 17h, Saïd dédicacera ses ouvrages à la librairie Notre-Temps à Valence, dans la Grande Rue, je crois que tout le monde connaît. Ça sera à 17h, donc avant la tenue de ce débat. Voilà, merci en tout cas Saïd, qui vient de si loin de Lille aujourd'hui, hein, de tenir, les yeux un peu cernés quand même, de tenir ce débat, où la parole, bien entendu, et c'est ça aussi l'intérêt donc
d'un débat de cette nature vous sera donné pour que Saïd réponde à toutes les questions que vous vous posez. Marc, tu veux dire un petit mot? Alors, bonsoir tout le monde. Je voudrais d'abord remercier la municipalité de Tain-l'Hermitage qui met à notre disposition gratuitement l'espace Charles Trenet pour ces 2 jours. Le Mouvement de la Paix, comité Tain-Tournon, au nom de qui nous avons obtenu la disposition de la salle. Les 7 associations, 3 organisations syndicales et 3 partis politiques qui soutiennent cette initiative. Fred, qui a présenté les informations pour les 2 conférences. Une librairie est à votre disposition dans la salle. Vous pouvez commander les livres qui vous intéressent. Nous ferons une commande groupée. Ces livres traitent de la Palestine, de l'immigration et de la guerre. Ils sont écrits par des auteurs sérieux. Saïd Bouamama, Michel Collomb, Ilan Papé, Ziad Medouk, Thomas Suarez. Ils sont publiés par Investigation, média à but non lucratif qui permet de bénéficier d'un accès libre à l'information indépendante. Il y a aussi des livres de Saïd qui ont été publiés dans d'autres maisons d'édition. Une boîte est à votre disposition pour participer aux frais d'organisation de ces conférences, le voyage aller-retour de Saïd depuis Lille. Merci à Saïd d'être revenu à Tain-Tournon pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans le monde. Saïd est déjà venu plusieurs fois en Ardèche, à Annonay et à Tournon sur le colonialisme, la paix, pour le film Fedaïn sur Georges Ibrahim Abdallah, plus ancien prisonnier politique d'Europe, toujours incarcéré en France alors qu'il est libérable depuis 1999. Et Saïd avait fait aussi une conférence sur les guerres aujourd'hui, causes, conséquences, enjeux. Saïd est un sociologue algérien qui a beaucoup travaillé sur le colonialisme et ses conséquences sur l'immigration et la Palestine, sujet des 2 conférences d'aujourd'hui et demain. Merci Saïd d'être revenu. Et cette fois, nous te faisons traverser le Rhône puisque nous sommes en Drôme. Nous t'écoutons sur le thème au cœur des contradictions du monde, la Palestine et le Moyen-Orient. Merci. Juste pour vous présenter, vous dire pourquoi j'ai parlé de Salah Hamouri, parce que ce magnifique ouvrage de Saïd, Manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient, Salah Hamouri en a effectué la préface. À toi, Saïd. Bien. Alors je vais commencer par vous décevoir. Ce n'est pas pour amour de votre région que je me suis déplacé ici. Ce n'est pas par amour de votre région que je me suis déplacé jusqu'ici, ni par maladie à soigner que j'ai écrit autant d'ouvrages, puisque tu as, je ne le dis jamais, c'est toi qui as cité un nombre. C'est tout simplement parce que nous sommes dans une période historique qui est particulière, dont il faut vraiment prendre la mesure. Ce qui se prépare aujourd'hui, si les citoyens ne se lèvent pas, c'est vraiment d'emmener nos enfants à la boucherie. C'est-à-dire des boucheries telles qu'on les a connues dans l'histoire. Ce qui se prépare aujourd'hui, c'est une conflagration mondiale. Ceux qui dominent la planète, pour ne pas lâcher leur profit, sont prêts à la mettre à feu et à sang. Et ce que vit le peuple palestinien aujourd'hui n'est que ce qui pourrait se généraliser dans beaucoup d'autres endroits du monde. C'est donc par inquiétude que je consacre autant de temps et à la recherche et au débat, à la rencontre de citoyens, parce que ça me semble essentiel. Il y a déjà une trentaine d'années, je terminais un de mes ouvrages en disant que lorsque le monde voit s'accroître les dominations, la seule manière de s'en sortir, c'est d'investir 3 dimensions. La dimension de la compréhension, quelqu'un qui comprend ce qui lui arrive est moins détruit que quelqu'un qui ne le comprend pas. La dimension du collectif, et ça n'est pas pour rien qu'il y a un processus de destruction de tous les collectifs. C'est-à-dire que lorsque les citoyens se réunissent pour agir, réfléchir, débattre, c'est dangereux pour ceux qui dominent.
notre planète et notre pays. Et troisièmement, l'action. C'est-à-dire que même si notre action ne débouche pas immédiatement, le fait d'agir diminue l'impact destructif de la domination. C'est pour cela que depuis de nombreuses années, j'ai décidé de lancer une collection qui était la collection des manuels. Jusqu'à présent, j'avais écrit des ouvrages classiques. Une collection de manuels, c'est-à-dire de tenter, sur les thèmes qui sont de vrais enjeux dans nos sociétés, de tenter de fournir aux citoyens quelconques, aux militants, à ceux qui ont une cause décoloniale, cause antiraciste, les matériaux, les fondamentaux, les éléments incontournables pour pouvoir ne pas se faire manipuler idéologiquement. Antonio Gramsci, un grand antifasciste italien, qui a passé l'essentiel de sa vie en prison à cause de son action militante, disait que les luttes se gagnaient d'abord au niveau des idées. Autrement dit, quand quelqu'un veut dominer, il commence par nous mettre dans la tête un récit, un narratif, une explication qui nous empêche de voir le réel tel qu'il est, qui nous empêche de comprendre la réalité. Il suffit d'allumer toutes les chaînes de désinformation aujourd'hui pour s'apercevoir que les dominants ont très bien compris l'importance de cette bataille idéologique. Il faut donc qu'on réponde à cela en fournissant effectivement un certain nombre d'outils pour que les gens se fassent leur propre point de vue, et c'est l'objectif des manuels. Il y avait déjà eu un manuel qui était sorti, et vous comprendrez pourquoi je me soigne avec cela, un manuel qui était sorti en 2 tomes sur les guerres en Afrique. Parce que le citoyen moyen ne peut devenir que négrophobe s'il écoute les chaînes de désinformation telles qu'elles sont aujourd'hui. Les guerres en Afrique nous apparaissent comme étant une éruption de violence de peuples qui ont en eux cette violence. En ne donnant pas les éléments qui permettent d'expliquer pourquoi il y a autant de guerres en Afrique, le citoyen moyen finit par considérer que c'est vraiment des peuples qui ne sont pas comme nous. Et donc l'objectif du manuel était de reprendre de manière systématique toutes les grèves qui ont eu lieu, toutes les guerres qui ont eu lieu depuis les indépendances, pour les recontextualiser économiquement, regarder les grandes multinationales qui ont participé, regarder les chefs d'État occidentaux qui les ont mis en œuvre, pour qu'on puisse se rendre compte que ça n'a rien à voir avec les cultures africaines, rien à voir avec une pseudo-violence culturelle en Afrique, mais bien à voir avec ceux qui dominent la planète aujourd'hui. Un autre manuel était sorti, qui était le manuel sur l'immigration. Là aussi, il suffit d'entendre un Premier ministre qui pouvait dire qu'en France, on allait avoir un Premier ministre qui reprend la thèse fasciste de la submersion. Aujourd'hui, on a un Premier ministre qui peut dire dans les médias que nous sommes au bord d'une submersion migratoire. Tous les démographes, indépendamment de leur accord entre eux, dans toutes les écoles de démographie, on s'arrache les cheveux en se disant mais comment c'est possible qu'on puisse avoir une thèse aussi anti-scientifique qui se dit calmement par la bouche d'un Premier ministre aujourd'hui. Et il y a donc ce manuel sur la Palestine, et là je travaille sur un manuel, vous pouvez deviner le thème, hein, sur le fascisme et la fascisation. Parce qu'effectivement, c'est ce qui nous guette aujourd'hui. Sur la Palestine, c'est donc un manuel qui est enclenché depuis longtemps et qui s'est bien entendu accéléré au travers du drame que nous vivons aujourd'hui, qui est un drame que l'on peut résumer en une phrase. Nous sommes devant le premier génocide télévisé, le premier génocide explicitement assumé de notre histoire. Il y a eu des génocides auparavant, bien entendu, mais ils étaient masqués. On prenait un grand soin à les masquer. Là, on l'assume et ça passe dans les médias. Et c'est avec le soutien d'un certain nombre de grandes puissances. Alors, je ne vais pas vous résumer l'ensemble de mon analyse. Je me contenterai de reprendre 4 questions qui sont abordées dans l'ouvrage, 4 sur une trentaine, 4 questions qui me semblent essentielles, qui sont des questions que tout le monde devrait se poser, tout le monde se pose sans doute, même si après on a tendance tellement, on a peur des réponses, à refermer la pensée. La première, c'est ce génocide est-il étonnant? Ou au contraire, faut-il s'étonner de notre étonnement? La seconde question, c'est jusqu'où ira le soutien
d'un certain nombre de grandes puissances, l'Union européenne est entièrement mouillée dans le soutien à Israël et au génocide qui est en cours. Les USA, n'en parlons même pas. Jusqu'où peut aller ce soutien? Est-ce qu'il y aura une limite? Est-ce qu'au bout d'un certain nombre de morts, ça va s'arrêter? La troisième question, c'est de bien prendre la mesure de la séquence historique qui est la nôtre. Dans quel monde sommes-nous aujourd'hui, 2025? C'est quoi les enjeux dans le monde aujourd'hui? Et la dernière question, c'est, du coup, à quoi faut-il s'attendre? Alors, pour répondre à la première question, je voudrais avancer une première thèse, qui est une thèse que je pense avoir démontrée largement dans l'ouvrage. Vous savez, comme moi, en allumant vos télés, on ne cesse de vous présenter l'idée qu'il y aurait des excès de la part de certains, à Netanyahou par exemple, mais que cela n'a rien à voir en tant que tel avec le projet sioniste qui a débouché sur la création de l'État d'Israël. Je considère au contraire qu'il y a consubstantialité entre le sionisme, je dis bien le sionisme, et s'il y a des gens qui veulent m'attaquer en justice, je n'ai pas dit les juifs, bien entendu, je dis bien le sionisme, c'est-à-dire un projet politique entre le sionisme et le génocide. Alors pour bien saisir ce lien consubstantiel, de la même façon que demain je développerai sur la question de l'immigration, qu'il y a un lien consubstantiel entre capitalisme, colonialisme et immigration. Séparer ces trois dimensions-là nous permet de rien comprendre, on ne comprend plus rien. Seul le lien entre ces trois processus nous permet de saisir les enjeux aujourd'hui. Eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne le génocide aujourd'hui. Le comprendre, c'est relier le projet sioniste et sa tendance génocidaire. Pour cela, il faut rappeler quelques fondamentaux qui ont tendance à être oubliés, qui existaient dans le mouvement militant dans le passé et qui ont tendance à ne plus être transmis, en tout cas à être sous-estimés aujourd'hui. Donc, permettez-moi d'être un tout petit peu pédagogue en rappelant quelques banalités. Toute colonisation, en soi, est destructrice. Dans l'histoire de l'humanité, dans les annales de l'humanité, on ne connaît aucun exemple de colonisation qui ait apporté un progrès au peuple colonisé. On n'en connaît aucune. Si certains vous parlent de colonisation positive, demandez-leur l'exemple de colonisation dans lequel il y a eu un progrès pour le peuple colonisé. Ça, c'est toutes les colonisations. Ça ne veut pas dire que toutes les colonisations sont les mêmes. On peut dresser une typologie des colonisations, et si je me permets de la faire avec vous, c'est pour bien situer le sionisme dans cette typologie, qui est le sionisme qui est une idéologie de colonisation, la situer dans cette typologie. Vous avez d'abord un premier type de colonisation, qui est la colonisation d'exploitation, dans lequel l'objectif est d'exploiter la force de travail et les richesses d'un territoire. On va donc envahir un territoire pour en exploiter les richesses et la force de travail. Il n'y a pas besoin d'envoyer beaucoup de colons, il y a besoin d'envoyer une armée et des gendarmes. C'est ce type de colonisation qui a marqué, par exemple, beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Quelques centaines de colons et surtout une force armée pour faire travailler les indigènes. Il y a un second type. Donc ça c'est destructeur, c'est scandaleux, mais ce n'est pas la colonisation qui aboutit le plus au plus de destruction. Il y a un second type de colonisation, qui est la colonisation de peuplement, qui par définition vise à peupler un territoire qui est déjà peuplé. C'est ça que ça veut dire. Et bien entendu, la colonisation de peuplement, en soi, en tout cas c'est ma conclusion, elle est tendanciellement génocidaire. Je dis bien tendanciellement, tous les mots sont importants. Ça ne veut pas dire que toutes les colonisations de peuplement ont conduit à un génocide. Pour certaines d'entre elles, le génocide s'est arrêté en cours de route. Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête en cours de route ou que ça va jusqu'au bout? Vous connaissez les colonisations de peuplement qui étaient jusqu'au bout, hein? Les USA, c'est une colonisation de peuplement qui était jusqu'au bout. L'Australie, c'est une colonisation de peuplement qui était jusqu'au bout. La Nouvelle-Zélande, c'est une colonisation de peuplement qui était jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à la disparition du peuple indigène et son remplacement par le peuple de colons. C'est le rapport de force qui fait que la colonisation va jusqu'au bout ou non. Et il y a d'autres colonisations qui n'ont pas été jusqu'au bout. Et comme nous sommes en France, je vais prendre des exemples concernant
l'impérialisme français. Vous avez tous suivi les débats sur Apathy. Apathy n'est pas... J'admire pas Apathy. Il a juste eu le courage de dire une banalité, en réalité. Hein. Il a juste eu le courage de rappeler que les historiens, historiens, ont montré le caractère génocidaire de la conquête de l'Algérie. C'était des villages entiers que l'on détruisait. Les premières expériences qui font penser au four crématoire, c'est en Algérie. C'est l'enfermement de tribus entières. Imaginez 3000 personnes enfermées dans une grotte et on décide politiquement et militairement de les enfermer dedans et de mettre le feu à la grotte pour qu'ils meurent asphyxiés à l'intérieur. Et donc on a en Algérie cette dimension-là. On veut juste vous donner un chiffre. En 1830, l'Algérie compte 4 millions de personnes. En 1870, 40 ans après, elle en compte 3 millions. Un quart de la population a disparu. C'est le rapport de force qui va faire que ça ne va pas jusqu'au bout, mais la tendance qui était en œuvre était celle-là. Second exemple, la Kanaki. La Kanaki, 100 000 habitants au moment de l'arrivée des Français, 25 000 un siècle plus tard. Nous sommes devant un génocide, une tendance génocidaire. Toutes les colonisations de peuplement tendent au génocide. Ils réussissent ou non, c'est un autre problème. Inutile de dire que le sionisme, par définition, est une colonisation de peuplement. C'est indiqué tel quel, dès les premiers mots du mouvement sioniste, qui est de dire permettre au peuple juif de s'installer en Palestine. C'est donc une colonisation de peuplement. Bien entendu, l'argumentaire religieux qui est mis en avant est un argumentaire fallacieux. La religion est un prétexte, un outil qui est instrumentalisé pour justifier un projet politique. Ça n'a strictement rien à voir avec les rapports entre musulmans et juifs. Ça, c'est des choses qui ont été rajoutées, après. Donc le sionisme est une colonisation de peuplement et inévitablement génocidaire. Troisième type de colonisation qui est très peu abordé, je crois être le premier à avoir proposé de la formaliser comme suit, qui est ce que j'appellerais, ce que je propose d'appeler la colonisation collective. C'est lorsqu'un État n'est pas assez puissant pour coloniser pour son propre compte, et qu'il va donc coloniser pour le compte de l'ensemble des puissances impérialistes. Ça a été le cas, par exemple, du Congo, qui a été une des colonisations les pires. Parce qu'au Congo, les richesses étaient telles qu'au Congrès de Berlin, aucune des puissances n'était prête à la laisser aux autres. À moins d'avoir une guerre générale, ils ont donc décidé de la confier au roi des Belges, qui allait l'exploiter pour l'ensemble des autres pays impérialistes. Les colonies portugaises ont été de celle-là. L'apartheid en Afrique du Sud a été de celle-là. Et c'est pour cela que ce type de colonisation spécifique est soutenu par l'ensemble des autres puissances impérialistes. La création de l'État d'Israël est une création d'un État qui est au service de l'ensemble des autres États impérialistes. Ce qui distingue la colonisation collective des autres colonisations, c'est qui en tire profit. Dans la colonisation française de l'Algérie, seuls les capitalistes français en tiraient profit. Les Allemands n'avaient pas le droit d'investir en Algérie. Les capitalistes états-uniens n'avaient pas le droit d'investir en Algérie. C'était un territoire réservé aux capitaux français. Dans les colonies portugaises, en Afrique du Sud ou en Israël, c'est l'ensemble des capitaux des grandes puissances qui ont intérêt à maintenir cet État.